Bien, Monsieur le Président, Ravi de vous Monsieur le retrouver. Ministre, chers collègues. Sénat pour la traditionnelle séance de questions cribles thématiques consacrée cet après-midi à un sujet particulièrement d'actualité puisqu'il s'agit de la réforme de la PAC et que l'enveloppe consacrée dans le budget européen pour 2014-2020 a encore été jugée insuffisante hier par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll à plusieurs reprises lors d'une réunion avec ses homologues à Bruxelles. Le ministre français a dit qu'il fallait progresser. Les aides directes et l'enveloppe consacrée au développement rural ont été amputées de 8,3 milliards d'euros. Des coupes inacceptables selon Paris, car je vous rappelle bien que la France est le premier pays bénéficiaire de la PAC, la politique agricole commune. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle pour cette séance de questions cribles où, vous l'avez compris, les sénateurs auront bien des questions à poser à Stéphane Le Foll. Bonne séance à tous. De primer les premiers hectares, ce qui reviendrait pour la France à doubler quasiment la prime aux exploitations allant jusqu'à 50 hectares, semble aller dans le bon sens et pourrait permettre de prendre davantage en compte un certain nombre de critères sociaux et environnementaux dans la répartition de ces aides. Cependant, on a pu le constater, le plafonnement ainsi que la dégressivité des aides a toujours été rejeté par le Conseil des ministres de l'Agriculture lorsque la Commission le proposait, et ce depuis le début des années 90. Actuellement, il semblerait que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la République tchèque et la Slovaquie soient les pays qui s'y opposent le plus. Ma question est la suivante, Monsieur le Ministre. Quelles sont à l'heure actuelle Où en sont à l'heure actuelle les négociations et pouvez-vous nous assurer que vous pourrez trouver une majorité qualifiée sur votre proposition? Première partie de la question. Et la seconde, votre proposition n'est pas officiellement encore chiffrée. Pouvez-vous nous communiquer des simulations plus claires sur cette proposition pour que les agriculteurs en France puissent anticiper? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous avez évoqué d'abord la question des négociations à l'échelle européenne sur la politique agricole. Je voudrais vous rappeler qu'elles ne sont pas dissociées des négociations globales sur le budget. Et que la position de la France et du Président de la République a été de défendre l'idée qu'en Europe aujourd'hui, deux grandes politiques qui recoupent à peu près 80% de ce budget sont concernées par la politique agricole et la politique de cohésion. Et que pour arriver à faire porter un message de la France à l'échelle européenne, en particulier sur l'agriculture, il ne fallait pas oublier cette politique de cohésion. Ça a été la stratégie et je pense que la France a été, de ce fait, autour de cette position du Président de la République, au cœur des négociations. C'est le premier point. Et vous savez que le débat sur le budget s'est posé avec des propositions qui avaient été faites, d'abord par une présidence chypriote, il y a à peu près 2 mois, et ensuite par la présidence de M. Van Rompuy, sur une base budgétaire de l'ordre de 963 milliards d'euros. On est remonté aujourd'hui à 983 milliards d'euros. Dans ce cadre, la France défend l'idée de la politique agricole. Pas simplement pour dire c'est un besoin pour notre pays, bien entendu que c'est un enjeu important pour notre pays, mais c'est aussi, nous le pensons, un enjeu majeur pour l'Europe tout entière. Agriculture, alimentation, dans le monde de demain, c'est un enjeu stratégique. La France a une position particulière dans ce débat, mais elle porte, au travers de cette position, pour notre pays, une ambition aussi pour l'Europe. C'est pourquoi, là-dessus, nous avons été extrêmement clairs par rapport aux propositions qui avaient été faites par M. Van Rompuy. Sur, ensuite, la politique agricole en tant que telle. S'engagerait, au moment où les perspectives financières seront adoptées dans le cadre du Conseil européen, la réforme de la politique agricole elle-même. Et vous l'avez évoqué avec des discussions qui portent sur 3 grands sujets majeurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle une convergence à la fois européenne et nationale sur la base des taux à l'hectare. Les mêmes pour tous, découplés. Sujet essentiel, cœur du débat aujourd'hui à l'échelle européenne, sur laquelle la France, par ma voix, a fait la proposition de pouvoir primer de manière supplémentaire les premiers hectares. Une note est prête, elle sera envoyée à l'ensemble des ministres du Conseil européen et aux députés européens du Parlement, et vous en serez vous-même saisis, qui fixera la ligne du positionnement de la France sur cette question qui nous paraît importante.
Deuxièmement, il y a la question du verdissement. La France est un grand pays qui aujourd'hui pèse pour que la question de l'environnement soit posée à l'échelle européenne, pour garder la cohérence dans l'ensemble des pays de l'Europe sur une politique environnementale qui ne peut pas laisser chaque pays faire des choix différents les uns des autres. Si on veut avoir une agriculture durable, c'est à l'échelle de l'Europe tout entière. Voilà sur ces points-là, et je termine par la question du plafonnement. Vous l'avez évoqué, sur cette question, évidemment, il y a des oppositions extrêmement fortes et claires de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, d'un certain nombre de pays. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Labbé. Merci, Monsieur le ministre, de la clarté relative de votre réponse, comprenant que vous ne puissiez pas aller plus loin pour le moment. Maintenant, au sujet du plafonnement, s'il y a déjà quelques réticences, nous irions, nous, jusqu'à proposer, au-delà des 300 000 € de plafonnement, jusqu'à plafonner le versement des aides directes à 100 000 €. Cette mesure permettrait, dans l'Europe à 27, de récupérer entre 5 et 6,5 milliards d'euros par an sur 40 millions, et donc en France, plus de 850 millions. Cette marge de manœuvre nous permettrait de redistribuer les soutiens publics de manière plus équitable entre les États membres et entre les agriculteurs, tout en facilitant l'émergence de pratiques agricoles moins polluantes et en soutenant l'emploi dans l'ensemble des zones rurales. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Gilbert Barbier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social et européen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le dernier sommet européen s'est soldé par un échec des négociations sur les crédits de la PAC. Je vous écoute tout de suite dire que la ligne défendue par la France a été entendue. Les 8 milliards supplémentaires mis sur la table vendredi constituent certes un petit progrès par rapport à la proposition initiale, mais on est loin du compte. Je rappelle que le budget de la PAC était de 421 milliards sur la période précédente. Vous appelez à ne pas dramatiser cet échec. Sans doute vaut-il mieux qu'un mauvais accord. Mais en attendant, les agriculteurs ne savent pas toujours de quoi leur avenir sera fait. Les éleveurs en particulier sont très inquiets. Le secteur laitier est appelé à une grande mutation avec la suppression des quotas en 2015. Il est aujourd'hui loin de vivre dignement de son travail. Ce secteur et celui des bovins viande apparaissent comme les plus fragilisés par le projet de réforme de la PAC. D'abord, la convergence des paiements directs entre agriculteurs leur est défavorable. Vous avez émis l'idée de doubler la prime aux 50 premiers hectares. Cette proposition progresse-t-elle auprès de vos collègues européens? Les éleveurs laitiers, quant à eux, avancent l'idée d'une aide dédiée à la vache laitière. Certaines ailes seront-elles couplées demain comme la prime à la vache allaitante? Sans cette incitation, le cheptel allaitant pourrait être fortement réduit. Des craintes s'élèvent aussi quant au verdissement de la PAC. Le gel de 7% des surfaces serait une catastrophe pour les petites exploitations disposant de faibles surfaces pour l'alimentation animale. Est-il prévu des exonérations? Enfin, la discussion autour du deuxième pilier, et pour les éleveurs en particulier, se situe en zone de montagne capitale. Monsieur le ministre, l'élevage, c'est la richesse de nos territoires ruraux. Le maintien de cette activité suppose des mesures spécifiques dans la PAC à venir, notamment pour réguler les marchés. Que pouvez-vous dire aujourd'hui des négociations qui pourraient rassurer les éleveurs, lesquels voient par ailleurs les crédits du plan de modernisation des bâtiments d'élevage fondre en 2013 dans le budget national? Merci, Monsieur Barbier. Monsieur le ministre. Président, Monsieur le Sénateur, d'abord, je ne peux pas vous laisser dire que la question de l'échec des négociations est un élément de dramatisation. Si vous vous rappelez des discussions sur les perspectives financières précédentes, elles ont duré plus d'1 an. Elles ont vu des crises bien plus importantes que celles que nous avons connues, même s'il n'y a pas eu de compromis. Donc n'intégrez pas vous-même l'idée qu'à la première réunion européenne sur les perspectives financières, il y allait avoir un accord. Sinon, bien sûr, vous allez me dire c'est un échec. Oui, c'est un échec, mais pensez quand même qu'on parle de 7 ans de perspectives financières pour toute l'Europe et que ça va prendre un peu de temps. Il ne faut pas se tromper. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la question financière, on a remonté du milliard, c'est peut-être, et je l'ai dit, déjà un progrès, c'est insuffisant, on continuera, bien entendu, on ne va pas s'arrêter là. Sur les points liés à l'élevage, vous faites une erreur, monsieur le sénateur. La convergence des aides proposées aujourd'hui, au niveau du premier pilier, a plutôt
comme objectif de favoriser les zones d'élevage et d'herbage en particulier, par définition, puisque ça fait partie du paquet du verdissement. Et deuxièmement, cette convergence qui consiste à ramener l'ensemble des aides autour d'un taux moyen pour toute la France, fait que ceux qui sont en dessous du taux moyen aujourd'hui verraient leurs aides augmenter. Donc ne dites pas ça non plus. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que l'enjeu est important dans l'élevage. C'est que ce n'est pas simplement la question de l'élevage allaitant qui est posée, c'est l'ensemble de l'élevage et surtout de la polyculture élevage qui est posée. Et là, par contre, il y a des risques, et des risques importants. D'où les propositions que j'ai faites, à la fois sur les premiers hectares, pour protéger cette polyculture élevage, tenir compte en particulier de l'emploi, parce que c'est un enjeu majeur, et maintenir, et ça c'est une annonce qu'il faut que chacun en mesure bien la porter, maintenir les aides couplées. Il est hors de question, et ça a été dit, et je le répète, de changer quoi que ce soit sur le couplage des aides. Donc je réponds là à des questions précises. Je terminerai sur le plafonnement. Ne vous trompez pas non plus, ce n'est pas parce qu'on plafonne qu'on fait du verdissement. Hein. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Mazars. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Je peux également témoigner, comme l'a fait mon collègue Gilbert Barbier, de l'inquiétude des agriculteurs en général et en particulier de ceux dont l'activité principale est l'élevage, qui plus est en zone de montagne, comme dans mon département, l'Aveyron. Nous sommes toutefois convaincus des intentions affichées par le chef de l'État et le gouvernement qui, dans la négociation du budget de l'Union européenne, ont clairement priorisé la défense de la PAC. Il est vrai que si une réduction des dépenses s'impose aussi au niveau européen, les agriculteurs français ne doivent pas être la variable d'ajustement de la négociation budgétaire entre les 27. Votre réponse à mon collègue Gilbert Barbier, Monsieur le ministre, s'inscrit dans le droit fil de cette ambition affichée par le gouvernement en faveur de nos territoires de montagne et de ces acteurs indispensables, les agriculteurs. Au titre des orientations de cette nouvelle PAC, je souligne la possibilité qui serait donnée aux États membres d'élaborer des sous-programmes bénéficiant de taux d'aide supérieurs afin de répondre aux besoins qui, chez nous, sont cruciaux, des jeunes agriculteurs et de leur installation, des petits exploitants, des zones de montagne et des circuits d'approvisionnement courts. Et la parole est à Monsieur Jean Bizet pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais revenir sur le cadre financier pluriannuel qui fait l'objet d'un débat à Bruxelles pour souligner, je le dis très clairement, la maladresse, à mon avis, dans les négociations de la France, tout simplement parce que la France, je dirais, cherche à obtenir à la fois le maintien des crédits de la politique agricole commune, des fonds de cohésion, des fonds de compétitivité, et tout cela dans le cadre d'une modération budgétaire. J'avoue que quand on chasse, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, 4 lièvres à la fois, j'ai peur malheureusement que vous n'en attrapiez aucun. Et si mon analyse est à peu près exacte, logiquement la baisse des crédits PAC aujourd'hui se chiffre à environ 22-25 milliards d'euros. Première question, quelle est la somme en deçà de laquelle vous considérez que c'est un chiffon rouge et vous romprez les négociations, puisque ces négociations doivent se dérouler à l'unanimité. Le deuxième point que je voudrais aborder concerne la filière laitière. La France a été initiatrice du paquet lait qui a prévu la contractualisation et le regroupement des producteurs. Le commissaire Ciolos rappelait d'ailleurs récemment l'influence de la France sur ce sujet, mais immédiatement après, il s'étonnait de voir qu'il y a très peu de progrès, en particulier en France, sur ce sujet. Je comprends la révolte des producteurs laitiers dont la presse a rendu compte dernièrement, mais ceux qui réclament des prix administrés se trompent. L'Europe ne reviendra pas sur les quotas laitiers et sur les prix de référence. On peut parfois le regretter, mais c'est ainsi. Il faut donc chercher d'autres remèdes, d'autres pistes, notamment celle de rééquilibrer les relations entre les producteurs éleveurs et les industriels distributeurs. Je considère que l'avenir de la filière laitière se joue en ce moment. Que comptez-vous faire pour favoriser le regroupement des producteurs, Monsieur le Ministre? Que compte faire le gouvernement pour s'impliquer davantage dans ce dossier et ne pas laisser la main à l'autorité de la concurrence, toujours, je dirais, très crispée sur ces questions, alors que quand on voit de l'autre côté du Rhin, d'autres pays avoir réglé déjà le problème sur les relations avec l'autorité de concurrence. Merci. Merci, Monsieur Bizet. Monsieur le Ministre.
Monsieur le sénateur, d'abord, je voudrais vous dire que la stratégie précédente, qui consistait à proposer à l'Europe que la France baisse sa contribution au budget de 200 milliards, tout en défendant le maintien du budget de la politique agricole commune, était là pour le coup maladroite, mais en tout cas nous amener directement dans une position totalement isolée, qui aurait fait payer 2 fois tout le monde. Et la position que nous avons prise, c'est d'éviter d'être isolés. Si vous ne comprenez pas qu'à l'échelle de l'Europe, les pays de la cohésion, toute l'Europe centrale, qui sont prêts à défendre la politique agricole, mais si vous leur dites on ne fait que la politique agricole, mais on vous abandonne complètement sur la politique de cohésion, vous n'avez plus aucun soutien. Et je vous rappelle que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et l'Allemagne ne sont pas ceux qui seront les premiers à monter pour défendre la politique agricole commune. Donc votre stratégie précédente, je vous le dis de manière sincère et claire, était celle qui nous conduisait à l'échec. La stratégie que nous avons conduite est au contraire celle qui nous met au cœur du débat et qui nous permet d'avoir des alliances avec beaucoup d'autres pays. La ligne franco-espagnole a été d'une solidité majeure. L'Italie a suivi et nous avons pu, avec la Pologne, réaliser un équilibre général au niveau budgétaire. C'est la bonne stratégie. Et je vous le dis, j'en suis totalement convaincu pour avoir été moi-même vice-président du Parlement européen. Je sais ce qu'il fallait sur ce sujet faire et surtout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est ce que vous aviez commencé à faire avant que nous arrivions au mois de mai. Deuxième point, sur la question laitière. La contractualisation, oui, il y a un paquet lait. Une crise laitière en 2008 a été majeure. Sachez, monsieur le sénateur, que cette question de la contractualisation ne règle en rien la question posée sur la question laitière. Il y a 2 éléments. Un, qu'est-ce qui se passe après les quotas laitiers? Et là, la France va prendre des initiatives. Et 2, sur la contractualisation. Celle qui a été décidée par la LMA devra être évoluée, changée. Parce que ce que vous avez mis en œuvre n'est pas suffisant, en particulier pour tenir compte des indicateurs de prix qui nécessitent qu'un contrat permette aux agriculteurs d'avoir une visibilité plus grande que celle qu'ils ont aujourd'hui. C'est tout l'enjeu des groupes qui ont été mis en place au niveau d'Agrimer et qui rendront leurs conclusions à la fin de l'année. Et à partir de là, nous changerons pour organiser les producteurs et faire en sorte qu'ils puissent peser sur les choix en termes de quantité et surtout de prix. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Bizet. Monsieur le ministre, vous me permettrez de ne pas partager la première partie de votre analyse, vous le comprendrez bien, et que vous avez clairement dit également qu'il y avait un axe fort, la France avec l'Espagne. Moi, je considère que, pourquoi pas, certes, mais ceci, à mon avis, a été fait au détriment d'un axe, à mon avis, beaucoup plus fort quand on veut faire avancer l'Europe, qui est l'axe et le couple franco-allemand. On verra bien comment se termineront les négociations, puisque ça doit se faire à l'unanimité. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut, fédérer un certain nombre d'alliances. C'est ce qu'avait fait votre prédécesseur, M. Bruno Le Maire. Ce n'est pas du tout ce que j'ai cru sentir après que vous ayez pris la direction de ce ministère, mais nous verrons bien. Donnons-nous rendez-vous dans quelques mois. Tant qu'à la contractualisation, il est bien évident que ce n'est qu'un début, que l'utilisation des indicateurs de tendance est fondamentale dans la vitalité, dans la pérennité des contrats qui doivent lier les agriculteurs et les entreprises. Donc là aussi, moi, j'attends les résultats. Je souhaiterais que des messages très importants soient adressés précisément à la profession agricole qui a besoin d'être, soutenue pour pouvoir précisément se regrouper parce que c'est la seule solution pour pouvoir peser dans la détermination de la valeur ajoutée de la filière. Merci. La parole est à Monsieur Gérard Roche pour le groupe UDI-UC. Ministre et chers collègues, comme de nombreux collègues, députés et sénateurs, comme de nombreux agriculteurs français et comme vous, je le sais, Monsieur le Ministre, je suis préoccupé par les négociations européennes sur le budget de la politique agricole commune. Les coupes proposées par le président de l'Union européenne sont inadmissibles. Elles font notamment chuter de 4,7% le financement du premier pilier de la PAC et presque de 4,9% le montant consacré au paiement des aides directes. Je salue, Monsieur le Ministre, votre volonté de limiter la diminution du budget consacré à la PAC. Cet engagement de la France pour son agriculture est nécessaire. Vous devez être ferme et constant. Je sais que vous le serez, comme l'ont été vos prédécesseurs, qu'il faut remercier de leur action. Néanmoins, je suis particulièrement inquiet concernant le niveau et le modèle de redistribution du soutien direct. La convergence prévue à partir de 2015 serait une forme d'uniformisation par le bas de ces aides. Elle pourrait donc entraîner une baisse de soutien à l'hectare pour nos agriculteurs et alors pénaliser les plus fragiles d'entre eux.
À ce propos, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler ici et profiter de cette tribune pour vous dire que lorsqu'un producteur de lait de mon département, la Haute-Loire, vient à Paris, il doit vendre 10 litres de lait pour pouvoir se payer un café dans un bar des Champs-Élysées. On ne peut pas infliger cela à ces gens-là et imaginer que le DPU, le droit au paiement unique par hectare, ne s'élève qu'à 250 €. J'aimerais vous proposer que ce DPU soit au contraire augmenté pour les 50 premiers hectares et qu'en contrepartie, il soit diminué au-delà de 300 hectares. Cela permettrait d'équilibrer la demande de la France vis-à-vis de l'Union européenne et de soutenir simultanément nos agriculteurs. Je sais que certains de nos collègues députés vous ont déjà suggéré cela et que vous y êtes vous-même plutôt favorable. Je crois malheureusement que nos partenaires européens, et notamment l'Allemagne, y sont hostiles. Monsieur le ministre, quelle est votre opinion sur ce sujet? Où en sont les négociations et cette proposition peut-elle fructifier? Merci. Monsieur le ministre. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous m'avez donc interrogé à la fois de manière globale sur l'inquiétude que vous exprimez sur l'évolution des aides et surtout sur cette fameuse convergence des aides. Elle est effectivement un enjeu. Et toute la bataille que nous conduisons, pour moi en tout cas, depuis le départ, c'est de considérer que l'idée d'un découplage total des aides avec un taux unique à l'hectare partout en Europe, c'est un risque, je vous le dis, majeur de spécialisation de l'agriculture dans les grandes zones européennes. Et la France deviendrait la grande zone de production céréalière, le grenier à blé de l'Europe, mais perdrait ce qui fait à la fois l'emploi et la valeur ajoutée, c'est la transformation de ces céréales, en particulier dans la viande bovine, dans la viande porcine, dans le lait, dans toutes les productions d'élevage. Tout l'enjeu pour nous, c'est de faire prendre en compte cette dimension-là. Et en particulier aussi d'étendre au travers du couplage des aides, les éléments que vous évoquez sur l'agriculture de montagne, où le pastoralisme a un rôle, tout ça sera pris en compte. Et les indemnités de compensation de handicap aussi. Nous ne lâcherons pas là-dessus. Et la prime à la vache allaitante, bien entendu. Ensuite, sur la question des premiers hectares et la question du plafonnement. Le vrai problème à l'échelle européenne, c'est qu'il est très difficile de faire des transferts aujourd'hui. Il y a eu un moment qui a été celui de la modulation des aides qu'a utilisé Michel Barnier pour faire un transfert d'une partie des céréales vers les productions fourragères, herbagères et l'élevage. Ce qu'on va faire avec la prime des premiers hectares, c'est en partie faire aussi ce type de transfert pour éviter surtout que la perte de DPU d'une partie des exploitations en polyculture élevage soit pour elle la remise en cause de la viabilité économique de ces exploitations. Et en même temps d'assurer cette nouvelle répartition des aides à l'échelle de notre pays. C'est ça l'enjeu de tout le débat. Alors le vrai problème sur le plafonnement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des pays qui sont opposés à cela, et de manière très claire. Donc je suis favorable à cette idée du plafonnement. Mais je n'ai pas construit la proposition de la France uniquement sur ce sujet, parce qu'au bout du compte, je sais que j'aurai des oppositions extrêmement fortes sur cette question par un certain nombre de pays qui le justifient, pour ce qui est de l'Allemagne par exemple, parce que dans les anciens Länder de l'Est, vous avez des exploitations issues du modèle communiste qui font 1000-1500 hectares, sur lesquels ils ont mis en place des coopérateurs agricoles, et donc ils considèrent que le plafonnement de ces aides à l'hectare, ça serait la remise en cause d'un emploi dans ces Länder, et ils ne l'accepteront jamais. Et ça a été la position qui a été réitérée par l'Allemagne. Donc on est obligé de concevoir non pas uniquement l'idée du plafonnement, mais surtout de la dégressivité des aides. C'est tout l'enjeu de ces premiers hectares. Arriver à montrer qu'il peut y avoir une dégressivité des aides, et surtout, au fond, derrière tout ça, à montrer que l'idée qu'on n'est pas pour aller tout de suite vers un taux unique à l'hectare qui risquerait, s'il était en plus totalement découplé, de voir les grandes zones européennes de production agricole se spécialiser en fonction de leurs avantages comparatifs. Ça, nous ne le voulons pas. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Joël Guerriau. Oui, Monsieur le ministre, nous avons entendu votre réponse. S'il y a un point sur lequel la France est mal à l'aise, c'est bien celui de la convergence des niveaux d'aide. Et je me souviens de vous avoir entendu sur une chaîne de radio. Le journaliste vous interrogeait sur le grand écart des niveaux d'aide entre filières, en particulier entre éleveurs et céréaliers. Et vous aviez habilement éludé la question en répondant sur la convergence externe, c'est-à-dire sur les écarts des niveaux d'aide entre États membres. Mais le dossier le plus épineux est bien évidemment la convergence interne. Une première étape avait été franchie, et vous l'avez rappelé, en 2008, lors du bilan de santé de la PAC, et on se souvient des difficultés de M. Barnier pour faire accepter une modeste redistribution des aides des céréaliers en direction des éleveurs. Mais ce premier pas n'est rien par rapport à l'objectif d'un taux unique par hectare, même régionalisé.
Nous comprenons, Monsieur le ministre, l'embarras que vous pouvez éprouver à évoquer ce sujet, car l'application de la mesure sera évidemment très difficile, tant elle implique des redistributions entre secteurs, voire entre exploitations. La proposition française, que vous les avez rappelées, de valoriser les aides aux 50 premiers hectares, semble avoir la faveur du président Ciolos. Avez-vous fait des estimations sur les conséquences que cela va entraîner dans la distribution de ces aides? Ce sera vraisemblablement l'un des difficultés majeures de l'application de la réforme de la PAC à la France. J'espère que le gouvernement sera à la hauteur de ce rendez-vous. Merci de votre écoute. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Bernadette Bourzet pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question portera sur 2 points. Un qui a déjà été largement abordé, l'état d'avancement des négociations sur le futur de la PAC, et le second sur la répartition des aides dans notre pays, dont M. Guerriau vient de parler, la convergence interne. La réforme de la PAC était le point principal de l'ordre du jour du Conseil dont vous revenez, Monsieur le Ministre, et je ne doute pas que le dernier sommet européen des 22 et 23 novembre a un peu impacté vos travaux, puisqu'il n'y a pour le moment pas d'accord sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Mais comment pourrions-nous déterminer une politique agricole ambitieuse sans en connaître les financements? C'est pourquoi nous soutenons les efforts et la détermination du Président de la République qui défend fermement un budget européen ambitieux pour maintenir des montants suffisants pour la PAC et qui permettent aussi de relever les défis de la cohésion, du soutien à la croissance et à l'emploi en Europe. Comme vous avez déjà largement répondu sur la question de l'état des négociations sur le montant de la PAC, je souhaiterais avoir des précisions sur la répartition des fonds agricoles entre le premier et le deuxième pilier, c'est-à-dire les aides directes et le développement rural, dont la négociation précédente 2007-2013 avait taillé de 35% les montants, ce qui, à mon avis, est une mauvaise chose en matière de développement rural, d'innovation, de recherche et de capacité effectivement de valorisation sur place. Ma deuxième question porte sur l'impact national de la réforme de la PAC. Vous pouvez compter sur notre soutien dans vos efforts pour intégrer de nouveaux objectifs sur l'emploi, la préservation de l'environnement et une répartition plus équitable des aides, en préservant d'abord les filières qui en ont le plus besoin. Vous le savez, tous les systèmes de production ne sont pas dans la même situation. Certains sont fortement employeurs de main-d'œuvre, d'autres beaucoup moins. Certains sont impactés par la volatilité des prix, je pense aux éleveurs, et d'autres en sont bénéficiaires. La diversité de notre agriculture constitue une richesse, elle est aussi une source d'inégalité qu'il convient de réduire pour légitimer la PAC. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous pose la question de comment maintenir et développer l'emploi en milieu rural, favoriser le système de polyculture-élevage, éviter une trop forte orientation vers les cultures céréalières, maintenir les petites et moyennes exploitations qui sont encore les garantes du maintien de l'agriculture dans nos territoires. Merci, Madame. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, chère Bernadette Bourzet, il y a plusieurs questions dans ce que vous avez évoqué. La première, c'est le rapport premier et deuxième pilier. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les aides à la production sur le premier pilier, dans la négociation, sont un objectif qui est important globalement pour l'équilibre général et de la redistribution et des objectifs qu'on doit se fixer. La bataille va se porter sur le deuxième pilier. Et là, il y a effectivement, comme à chaque fois, des tentations à baisser ce deuxième pilier, ce qui fait l'objet d'ailleurs de la mobilisation qui sera la nôtre dans les semaines qui viennent aussi, parce que nous avons besoin de deuxième pilier pour accompagner les politiques du premier pilier. Deuxième point, par rapport à ce que vous dites, la question se pose avec plusieurs outils. Le premier, c'est ce que je viens d'évoquer, ce dont on discute aujourd'hui, c'est les primes aux premiers hectares, puisque c'est dans les exploitations, autour de la moyenne en termes d'hectares que se trouve le plus d'emplois. C'est dans l'élevage et la polyculture-élevage qu'on a le plus d'emplois. Et donc, si on cible ces exploitations, on a en même temps la capacité de tenir compte de la question de l'emploi. C'est bien ça l'enjeu. Deuxième point, on a à partir de là à ajouter
à ces objectifs la question du couplage des aides. Je l'évoquais tout à l'heure, toute la compensation du handicap. Si on ne compense pas les handicaps, vous avez tout un tas d'exploitations qui aujourd'hui ne pourraient plus assurer leur viabilité économique. Deuxième élément majeur, c'est pour l'élevage le maintien d'un couplage sur les vaches allaitantes, bien entendu, parce que ça, c'est un enjeu. Tout ça se combine pour aller dans le sens que vous évoquez et pour faire en sorte que cette réforme de la politique agricole permette d'assurer et une redistribution et de focaliser sur les points essentiels qui sont ceux de l'occupation de l'ensemble de notre espace et de notre territoire, qui assurent la diversité de l'agriculture et qui prennent en compte bien sûr l'emploi. Je pense que c'est important dans une période où, vous le savez tous, aujourd'hui cette question de l'emploi est au cœur des politiques qui doivent être conduites. Merci Monsieur le Ministre. Madame Bourzet. Merci Monsieur le Ministre de cette réponse et je partage l'essentiel de vos préoccupations qui sont aussi les nôtres. Je voulais vous dire que j'étais il y a peu de temps à Nicosie à la réunion des parlements sur justement l'avenir de la PAC et que votre proposition de supprimer les premiers hectares a été jugée, enfin a été acceptée, on va dire favorablement par le commissaire Ciolos à une question de Germinal Perrault. Donc je pense que là nous avons une oreille attentive et favorable. Et puis j'étais également la semaine dernière au colloque qu'organisait la FNSEA, vous voyez qu'on va dans toutes les réunions, sur l'emploi à Clermont-Ferrand. Et je peux vous dire que les préoccupations que j'ai exprimées tout à l'heure et que vous avez reprises comme des accords sont vraiment au cœur des préoccupations des agriculteurs et des éleveurs du Massif central, avec en particulier cette préoccupation des handicaps naturels, mais aussi d'avoir des campagnes qui soient à la fois viables économiquement et vivables socialement. Si la parole est à Monsieur Dominique Vatrin pour le groupe communiste républicain et citoyen. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Hier, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen s'opposaient au traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro. Aujourd'hui, dans les négociations sur le budget européen, la France se heurte de plein fouet à l'austérité organisée par ce pacte qu'elle a accepté. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, la réforme de la PAC est largement hypothéquée par l'accord sur le cadre financier pluriannuel européen pour la période 2014-2020. Dans ce contexte, nous partageons vos craintes sur l'avenir de cette politique fondatrice de l'Europe. Cette crainte est d'ailleurs renforcée par le virage très libéral de la réforme de la politique agricole commune qui ignore tant les exigences de solidarité que les exigences sociales. Et c'est sur cette négation sociale que je voudrais vous interroger. D'une part, si les instances européennes proposent une conditionnalité des aides liées au nombre d'emplois sur une exploitation, la conditionnalité sociale n'existe pas. Comment lutter, Monsieur le Ministre, contre les pratiques innommables de sociétés d'intérim, véritables marchands d'hommes qui vantent les avantages de l'embauche de travailleurs d'autres pays de l'Union européenne parce que exemptés de cotisations sociales? Quelle proposition portera la France pour mettre fin à ce dumping social néfaste à l'ensemble du secteur? D'autre part, nous sommes très inquiets quant à la survie de l'aide alimentaire, qui risque d'être la première victime de l'austérité. De quoi parle-t-on? De moins de 500 millions d'euros pour permettre à 18 millions de personnes de manger une fois tous les 2 jours, alors qu'elles ont mis 400 milliards d'euros pour sécuriser les banques. De plus, le nouveau fonds européen d'aide aux plus démunis sera cofinancé à hauteur de 15% par les États. Il est à craindre que cela se traduise encore par une baisse significative des financements. Quels engagements pouvez-vous donc prendre pour répondre aux associations et aux banques alimentaires qui viennent en aide en Europe à plus de 18 millions de personnes chaque année? La France va-t-elle agir en faveur d'un maintien des dotations jusqu'alors attribuées? Merci, mon cher collègue. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous avez évoqué plusieurs sujets. Vous avez d'abord parlé de la question des traités et de l'austérité, vécue comme les conditions qui sont mises à régler une partie d'une question qui est posée pour beaucoup de pays, qui est la dette. Parce que de deux choses l'une, où il y a une dette ou il n'y en a pas. Si on considère qu'il n'y en a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de la diminuer. S'il y a une dette et qu'il faut la rembourser, il faut qu'on en tienne compte quand même. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc il y a des efforts à faire. C'est ce que fait la France, mais en même temps,
on doit pouvoir soutenir la croissance. Et on doit pouvoir mobiliser des fonds pour la soutenir. Sur la réforme de la PAC, et sur la PAC, vous avez évoqué des sujets qui sont connexes à la politique agricole. Ce dont vous parlez avec le fait que des travailleurs viennent exonérés de cotisations ou même travailler dans des pays aux conditions des pays d'origine et non pas du pays d'accueil, c'est une directive sur le temps de travail, sur le travail, qui s'appelle la directive détachement et qui autorise comme ça des entreprises à pouvoir utiliser et avoir recours à de la main-d'œuvre qui est effectivement à des conditions qui n'ont rien à voir avec des conditions du pays d'accueil. Véritable problème. Ça ne se pose pas sur la politique agricole, ça se pose de manière globale sur la politique temps de travail, travail et en particulier détachement. C'est un vrai sujet d'harmonisation sociale à l'échelle européenne. Je suis convaincu, comme vous, qu'on ne peut pas continuer à laisser penser qu'on peut faire ce genre de choses au niveau européen. Deuxième point, on a aussi avec des voisins des divergences fondamentales. Dans l'agriculture et l'agroalimentaire aujourd'hui, en Allemagne, il n'y a pas de convention collective. Et comme vous le savez, les salaires minimums en Allemagne sont décidés par des conventions collectives par branche. Ça existe dans l'industrie, mais ça n'existe pas dans l'agroalimentaire et l'agriculture. Ce qui fait que là, il y a un avantage concurrentiel pour l'Allemagne qui, évidemment pour nous, est une concurrence qui est difficile à pouvoir rattraper. Et là, c'est le sujet aussi de cette question sociale à l'échelle européenne qu'il faut poser. Et j'espère que le débat en Allemagne sur SMIC aussi va progresser. C'est en tout cas le vœu que l'on peut formuler. Quant au PEAD, la position du gouvernement a été claire et la mienne depuis le départ. Nous soutenons le fait qu'il faut maintenir une ligne budgétaire pour le PEAD parce qu'il ne serait pas compréhensible pour tous les citoyens européens qu'à l'époque où 18 millions, 19 millions ont du mal à accéder à l'alimentation, qu'on coupe cette ligne budgétaire. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Vatrin. Oui, Monsieur le Ministre, je sais que nous n'avons pas la même appréciation du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, mais ce que je retiens de votre propos, c'est que nous partageons les mêmes préoccupations sur la nécessité de lutter contre l'exploitation des travailleurs et les fraudes aux règles liées au détachement des salariés. Et je crois qu'il est vraiment important que l'ensemble des forces de gauche portent ces exigences fortes sur ce sujet qui dépasse d'ailleurs le secteur agricole, comme vous l'avez dit, y compris, pourquoi pas, en demandant une renégociation de la directive européenne si elle est mal faite en l'état. En ce qui concerne le programme européen d'aide aux plus démunis, la réduction de l'effort européen, alors que l'Europe libérale est la grande responsable de l'augmentation de la pauvreté, serait un coup porté à l'exigence d'une Europe des peuples solidaires. Eh bien, nous n'accepterons pas de recul, ce recul alors que la précarité fait d'année en année plus de victimes. Pour illustrer mon propos, dans mon département, avec 3200 tonnes de nourriture distribuées par an, la Banque alimentaire est l'une des 3 principales associations frigo françaises. Le Secours populaire du Pas-de-Calais a pu l'an dernier distribuer 1 million de repas dont ont bénéficié 4200 familles, soit 20 000 personnes. La question est donc loin d'être anecdotique et je vous remercie de l'avoir souligné vous aussi. L'Europe est en face peut-être d'affamer ses peuples, ce n'est pas exagéré de le dire. Il y a donc urgence, comme vous vous y êtes engagé, à obtenir des réponses et des engagements concrets pour qu'il n'y ait aucune diminution des aides pour l'aide alimentaire. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Dominique Delège pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, des centaines de producteurs laitiers venus de plusieurs pays européens ont convergé lundi vers le Parlement européen qu'ils ont aspergé de lait pour y manifester contre la baisse des prix en Europe. En 2009, la production de lait avait été surabondante en Australie et en Nouvelle-Zélande, les poids lourds mondiaux de cette production. Or, dans le même temps, la crise économique avait provoqué une chute de la consommation mondiale, d'où un effondrement des prix internationaux qui avait provoqué une baisse de la rémunération des éleveurs européens. Cette année, la situation est très différente. Les prix mondiaux du lait continuent de se redresser alors qu'on aurait pu penser qu'ils se traceraient puisqu'on est au plus fort de la production en Océanie et que la collecte s'annonce encore très belle en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais contrairement à 2009, la demande mondiale reste très forte, la Chine importe, la Russie est fortement achèteuse, tout comme le Moyen-Orient, d'où la fermeté persistante des prix mondiaux. Paradoxalement, les producteurs européens ne profitent pas de cette formidable croissance de la consommation. Ils pâtissent d'une part de la guerre des prix entre les industriels et les distributeurs, d'autre part, ils sont affectés par les prix du fourrage devenus exorbitants avec la hausse du prix mondial des céréales.
Cet handicap européen des aliments du bétail, les Néo-Zélandais ne l'ont pas, puisque les bêtes sont très largement nourries dans les pâturages, et sans doute le poids des charges et des normes est-il plus élevé chez nous qu'ailleurs. Nos éleveurs sont découragés, la collecte est d'ailleurs en baisse cette année. Monsieur le ministre, tout à l'heure, en réponse à Jean Bizet, vous avez indiqué, je vous cite, « La France va prendre des initiatives ». Pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus? S'agit-il d'initiatives dans le cadre de la négociation européenne en cours? En quoi l'évolution du budget du ministère de l'Agriculture pour 2013 préfigure ces initiatives? Et en quoi les agriculteurs, et singulièrement les producteurs de lait, vont-ils être concernés par le pacte de compétitivité qu'annonce ce gouvernement? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous avez centré votre question sur la question du lait et en faisant un tour d'horizon de la situation mondiale, en particulier en passant par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il est vrai qu'aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, en partie, c'est que l'indicateur de prix qui s'applique même à la zone euro n'est pas lié à la situation de la zone euro, mais vient effectivement de l'Asie et en particulier Pacifique, Nouvelle-Zélande, Australie. Ce qui est un vrai problème et ce qui nécessitera d'ailleurs, ça fait partie des initiatives qu'on devra prendre, que l'Europe soit capable, elle aussi, en fonction de la situation de sa demande, de la demande internationale, mais de sa demande au niveau continental, d'être capable aussi de définir un niveau de prix. Alors que là, aujourd'hui, il s'impose non à l'Europe, alors qu'il est défini ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a la question de la contractualisation. Je vous l'ai dit, il faut qu'on améliore le dispositif. Il faut qu'on permette aux producteurs de s'organiser. Ça sera fait et ça sera chose faite avant la fin de l'année. Mais pour s'organiser, il faut aussi qu'on leur donne une lisibilité sur les prix. C'est la question des indicateurs de prix. Et là, il faut qu'on travaille sur ce sujet pour permettre à nos producteurs à la fois de s'organiser, mais d'avoir des garanties, je l'ai dit, de lissage des fluctuations des prix. Et puis, il y a un dernier point, c'est l'initiative que j'évoquais tout à l'heure. J'ai envoyé un courrier au commissaire européen qui m'a répondu, j'ai bien reçu sa réponse aujourd'hui. On va prendre effectivement des initiatives pour regarder à nouveau la question de la sortie des quotas et de leurs conséquences. Aujourd'hui, dans le système qu'on connaît, si un pays se met à dépasser son niveau de quota, il peut y avoir des sanctions qui sont prises. Demain, n'importe quel pays peut augmenter sa production de 10-15%, faire déstabiliser le marché du lait tout entier à l'échelle européenne, sans qu'il y ait rien qui nous permette aujourd'hui de venir corriger les choses. Donc il y a un vrai sujet. Et la France va poser ces questions. Et elle a même proposé un certain nombre de pistes sur lesquelles on commence à réfléchir et sur lesquelles j'espère qu'on va pouvoir trouver un compromis. Mais je sais que dans un certain nombre de pays aujourd'hui, la situation des producteurs laitiers, elle est encore plus grave que ce que nous pouvons avoir chez nous en France. Et il faut qu'on soit conscient que cet équilibre dans la production laitière, aujourd'hui, il est à repenser de manière globale. Avec en plus une consommation de lait blanc, lait sur brique, qui a baissé depuis quelques années. Donc on a à penser la transformation, on a à penser les filières, on a à repenser les systèmes de contractualisation. C'est ce à quoi nous nous engageons. Monsieur le ministre, Monsieur Delège. Merci, Monsieur le ministre, de cette réponse. Je ne doute pas de votre détermination et de votre bonne foi. Je note simplement dans la réponse deux choses, ou je devrais dire je note une chose et je regrette l'absence d'une autre. J'ai beaucoup entendu « il faut », nous avons à penser, nous avons à repenser d'ici la fin de l'année, mais en attendant, je reste vraiment sur ma faim. Deuxièmement, vous n'avez pas répondu à mes deux dernières questions sur le fait que le budget 2013 de l'agriculture préfigurerait les initiatives que vous entendez prendre, et vous n'avez pas répondu non plus à la question que je vous ai posée sur l'application à l'agriculture du pacte de compétitivité. Et donc j'ai un peu le sentiment que vous en remettez beaucoup à l'Europe, et je sais la part que l'Europe tient dans la résolution de nos problèmes, mais selon le vieil adage « aide-toi, le ciel t'aidera », peut-être que si vous aviez manifesté un tout petit peu plus d'enthousiasme pour nous expliquer en quoi
le gouvernement de notre pays pourrait faire quelque chose, j'aurais été plus rassuré par votre réponse. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Odette Hervieux pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans un contexte international particulièrement tendu, vous l'avez déjà dit, le dernier Conseil européen consacré aux perspectives financières de 2014 jusqu'à 2020 a malheureusement mis en évidence des désaccords majeurs autour de ce qui me semble, moi, être deux enjeux particulièrement essentiels, la place de l'agriculture dans notre modèle de développement et l'évolution des pratiques agricoles. Le groupe de travail dont je faisais partie avec un certain nombre de collègues ici présents en 2010 avait souhaité notamment une PAC plus juste, plus légitime aux yeux de nos concitoyens. Les propositions de Monsieur le commissaire Dacian Cioloş semblaient aller dans ce sens en conditionnant un tiers des subventions directes à la bonne gestion des ressources agricoles et en favorisant la diversification des cultures, le maintien des pâturages et la mise en jachère d'environ 7% destinés à préserver les talus, les haies bocagères et la biodiversité. Mais ce tiers de subvention pourrait être directement menacé par la diminution des aides à travers un assouplissement des exigences environnementales. Lors des débats précédents au niveau européen, vous aviez proposé, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une dégressivité des aides aux premiers hectares et une aide à l'élevage, et vous sembliez avoir été entendu. Le Conseil agriculture qui s'est réuni hier a évoqué un système d'équivalence ou de mesures alternatives, et si nous sommes attachés à la simplification des procédures, nous devons quand même rester très vigilants quant à leur véritable impact sur l'environnement et examiner avec la plus grande attention le système de validation ex ante qui pourrait être sous le contrôle de la Commission européenne. La remise en cause probable des propositions de la Commission par la volonté de certains de baisser drastiquement le budget de l'Europe, et singulièrement celui de la PAC, fait peser, Monsieur le Ministre, de lourdes menaces sur l'avenir de notre agriculture européenne et tout particulièrement française. Alors même si vous avez déjà répondu en grande partie à ce que je viens d'évoquer, Monsieur le Ministre, comment envisagez-vous l'avenir pour une PAC plus respectueuse des spécificités des agricultures de nos territoires et surtout plus légitime au vu des enjeux environnementaux? Je vous remercie. Merci, Madame. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, Mme Odette Hervieux. Je voudrais juste répondre. Oui, le crédit d'impôt s'applique à tout le monde. Hein. Le crédit d'impôt, bien entendu, je n'ai pas répondu à cette question, mais ça s'applique à tout le monde. Quant à la question budgétaire, j'ai cru comprendre que hier, vous n'aviez pas voté le budget de manière globale, donc le budget de l'agriculture en particulier. Mais ce n'est pas sur le budget de l'agriculture qu'on pourra régler les problèmes spécifiques de la filière laitière. C'est global à l'échelle européenne, et puis c'est sur les règles qu'on va mettre en place sur la contractualisation. Sur la question posée sur le verdissement, bien sûr qu'il y a un risque aujourd'hui. Et certains pays seraient tentés de dire, après tout, baissons le budget global de l'Europe, baissons le budget de la politique agricole, et comme il y a moins d'argent, eh bien, supprimons la partie verdissement. Ce qui est d'ailleurs un peu contradictoire, parce que de toute façon, cette partie verdissement, elle est intégrée au budget. Ça ne changera rien, le fait de le baisser, même si on dit après, il n'y a plus 30% de verdissement, il n'y en a plus que 10, il n'y en a plus que 12. Ceux qui font ça, de toute façon, n'ont qu'une intention, c'est de baisser les objectifs du verdissement proposé par la Commission. La France est le grand pays qui défend ces objectifs de verdissement. Quant à la discussion qu'il y a eu hier sur les équivalences, c'est vrai qu'il faut en même temps qu'on trouve une manière d'harmoniser sur ces questions de l'environnement les pratiques des uns et des autres. Et qu'on soit capable d'arriver à avoir, et sur les objectifs fixés par la Commission, diversification des productions, maintien des prairies permanentes et surface d'intérêt écologique, une convergence au sein du Conseil des différents pays et au sein du Parlement, pour que, comme je le disais tout à l'heure, cette politique environnementale, elle soit européenne, et qu'on n'ait pas 10, 15, 20 politiques environnementales qui seraient source, là, pour le coup, là encore, de distorsion de concurrence. Dernier point, la France, je l'ai dit, et le 18 décembre, il y aura un grand colloque, va prendre un leadership sur la question de l'agroécologie, pour redire ici, au Sénat, qu'écologie et économie, ce n'est pas antinomique. Que quand je parle d'économie, je ne suis pas obligé de dire que je mets de côté l'écologie. Que quand je veux parler d'écologie, ça veut dire que j'oublie l'économie. Il y a une combinaison des deux. C'est l'enjeu des 20 ans qui viennent. Et pour notre pays, qui est un grand pays agricole, c'est une source de leadership. C'est ce que je proposerai le 18 décembre. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Hervieux. Oui, merci, Monsieur le Président.
Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je tiens à saluer non seulement votre engagement pugnace et votre volonté de rendre compte de votre action au Sénat, si bien que nos questions cribles s'apparentent presque à des questions d'actualité, et je connais votre engagement depuis très longtemps sur cette question de l'agroécologie. J'ajouterai tout simplement à vos propos qu'en effet, nous sommes d'accord avec vous, nous ne pouvons pas accepter le démantèlement programmé d'un dispositif qui, malgré tout, depuis longtemps, a largement fait ses preuves, tant sur le plan alimentaire qu'économique, social et territorial. Nous devons par conséquent, tous ensemble, nous opposer énergiquement aux logiques libérales à courte vue qui condamneraient à plus ou moins long terme non seulement notre modèle agricole, mais surtout nos agriculteurs. Nous vous soutiendrons donc très sincèrement, Monsieur le ministre, dans tous les engagements que vous prendrez dans ce sens-là. Merci, Madame. Dernière question, celle de Monsieur Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste et apparenté. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaitais limiter mon intervention à 2 produits emblématiques pour l'agriculture française, le vin et le lait, mais vous avez déjà répondu sur le lait, je me limiterai donc au vin. S'agissant du vin, nous nous inquiétons de la suppression des droits de plantation qui avait été décidée en 2008 lors de la réforme de l'organisation commune du marché du vin, et nous suivons donc avec intérêt les efforts entrepris par la France et désormais 12 autres pays pour revenir sur cette décision de libéralisation. Nous regrettons que la France ait laissé passer cette réforme en 2008 en s'abstenant lors du vote, préférant l'option d'un rapport d'impact préalable. Nous aurions pu constituer une minorité de blocage à l'époque et cela aurait évité beaucoup de tracas que nous subissons aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, en effet, prévoir d'abolir les droits de plantation et donc libéraliser la plantation de vignes, c'est en fait renoncer à un contrôle de l'offre. Ceci aurait notamment pour conséquence une extension des zones viticoles, un détournement de la notoriété des zones d'appellation et une baisse des prix. Monsieur le ministre, il reste désormais 2 pays, me semble-t-il, à convaincre. Avez-vous bon espoir d'y arriver? Ce sujet a-t-il été abordé au Conseil agricole? Je pense que oui. Pouvez-vous nous en parler cet après-midi? Le directeur général de l'agriculture à la Commission européenne vient enfin de reconnaître qu'une régulation européenne de la production viticole était nécessaire. Cette volte-face, pour autant qu'elle était attendue, donne-t-elle, selon vous, l'engagement que les choses ont véritablement changé? Cependant, la question de la régulation des marchés agricoles se pose pour l'ensemble des productions. La volatilité des cours des matières premières au niveau mondial est inquiétante et il est difficile pour de nombreux agriculteurs de se projeter dans l'avenir. Par le passé, on régulait les prix et les volumes produits. Les réformes successives de la PAC nous conduisent à moins d'interventions sur les marchés, alors que les produits agricoles ne sont pas des biens comme les autres. N'oublions jamais qu'il s'agit aussi de notre sécurité alimentaire. Nous comptons donc sur vous, Monsieur le ministre, pour sortir la politique agricole commune d'une inquiétante dérive libérale. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, cher Yannick Vaugrenard, vous avez concentré votre question effectivement sur la problématique des droits de plantation sur le vin. Et vous savez que depuis le début, c'est-à-dire depuis que je suis arrivé, depuis 6 mois, ça fait partie des objets importants de mobilisation du gouvernement. Nous avons pu, dès le mois de septembre, signer une plateforme commune avec 4 grands pays producteurs, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, qui demandaient de manière très simple de revenir sur la suppression des droits de plantation prévue en fait en 2020. Cette plateforme aujourd'hui est signée, alors d'après les derniers chiffres, par 14 pays sur 15 pays producteurs. Il doit nous rester, je crois, la Tchéquie. Elle est très claire. En plus, elle porte sur l'ensemble de la problématique, à la fois sur les AOC, sur les IGP et sur les vins de table. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de laisser penser qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut sur les vins de table, à condition de réguler les AOC ou les IGP. Parce que je crois que l'expérience d'ailleurs du Bordelais a été suffisamment explicite dans ce domaine. Si vous laissez la production de vin se banaliser, c'est toute la production que vous fragilisez. Et donc je pense que là-dessus, c'est une vraie question qui consiste à dire, cette idée qui a été évoquée au moment du bilan de santé, que l'Europe allait conquérir tous les marchés des nouveaux pays consommateurs avec des vins d'entrée de gamme, et donc qu'il fallait libéraliser les droits de plantation, était une erreur stratégique. Stratégique. Si on doit aller conquérir des marchés, il faut le faire dans l'ordre.
Et l'ordre dans la viticulture, c'est de maintenir des règles pour l'autorisation des plantations. Sinon, on banalise un produit. Et banalisant ce produit, c'est toute la filière qui, demain, risquera d'en payer les conséquences. Donc, nous sommes vraiment tous attachés. Et moi, j'ai été surpris, dès que j'ai commencé à discuter de ce sujet, de voir que les pays producteurs ont réagi tous de la même manière. Maintenant, l'adresse est à la Commission. Alors, elle évolue. J'ai vu le commissaire européen moi-même. Normalement, maintenant, on va aller quand même vers une proposition qui doit faire en sorte que l'Europe revienne sur la décision qui avait été prise 2007-2008, après on pourra discuter des dates exactes, mais qui faisait courir le risque, vous l'avez dit, d'une libéralisation du marché du vin qui aurait des conséquences dramatiques sur cette production qui doit rester une production qui ne peut pas être banale. C'est un produit spécifique qui a un rapport suffisamment important avec le terroir et la qualité pour qu'on n'accepte pas de le voir se banaliser. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Vaugrenard. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour le volontarisme que vous venez d'afficher concernant la défense de la viticulture. Je pense que ce volontarisme-là sera particulièrement utile lors de les négociations, y compris au moment de négociation de la politique agricole commune. Simplement d'un mot, puisque les négociations sur les stratégies financières vont avoir lieu très rapidement, sur les perspectives financières 2014-2020, et à l'intérieur de ces perspectives financières, on mesure bien le risque qu'il y a de diminution des financements de l'agriculture. Ce serait, vous l'avez souligné tout à l'heure, une erreur profonde de diminuer les crédits liés à l'agriculture aujourd'hui, dans une période où les difficultés alimentaires sur le continent, d'une part, sont criantes, et d'autre part, sur l'ensemble de notre planète. En conséquence, et je voudrais me permettre d'ajouter une note un peu personnelle à mon intervention, puisque je suis le dernier à intervenir, Monsieur le Ministre, je pense que chacun sur les bancs de notre Assemblée apprécie la manière dont vous avez de répondre, la qualité de connaissance de vos dossiers et votre détermination à soutenir notre agriculture, non seulement au sein de nos territoires, mais également au sein de l'ensemble du territoire européen, en négociant avec nos partenaires pied à pied. Et la détermination que vous avez affirmée, je pense, satisfait tout le monde sur tous les bancs de cette Assemblée, quelle que soit l'étiquette politique par ailleurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vaugrenard. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16 h pour l'examen de la suite du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013. La séance est suspendue. C'est la fin de cette séance de questions cribles consacrée à la réforme de la PAC. Si vous souhaitez revoir cette séance, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsena.fr. Prochain rendez-vous avec l'actualité parlementaire, c'est à 19 h avec le journal présenté par Michel Grossior. Très bonne journée à tous.